J'en sais rien. Enfin, j'avais 6 ans, j'étais en CP, je découpais je prenais des papiers que je collais avec du scotch et j'écrivais des histoires notamment des histoires de Dinomir, s'il y en a de ma génération, mais peut-être un peu plus vieux parce que c'est dans les bibliothèques des écoles à mon époque. Donc voilà, des histoires dessinées et j'écrivais mes propres histoires. Ensuite, j'ai découvert les livres dont vous êtes le héros vers 10-11 ans. J'ai écrit mes propres livres dont vous êtes le héros pendant plusieurs années. Donc j'en ai pondu une bonne dizaine, je pense. Ce qui n'était pas évident avec le recul. Je me demande comment je faisais parce qu'il faut pouvoir coordonner les différents paragraphes, aller à tel et tout ça. C'est assez compliqué. Ensuite, vers 15-16 ans, j'ai dû écrire mon premier roman de fantasy. Donc l'histoire d'un elfe des bois qui découvre qu'il est l'héritier du trône et qui doit sauver le monde d'un méchant sorcier, enfin quelque chose comme ça. Donc voilà, finalement il y a une sorte de progression logique dans tout ça. Après, vers 20 ans, j'ai découvert Pratchett, donc j'ai écrit de la fantaisie humoristique. Et bon, bah là, ça devenait un peu plus sérieux, puisque c'est là que j'ai commencé à envoyer des romans aux éditeurs. Donc voilà, au niveau éditorial, ça fait à peu près de 20 ans maintenant que je cherche à placer des manuscrits et j'y arrive plus ou moins. Ça commence à arriver. Voilà. On aura l'occasion de revenir sur le parcours éditorial. Mais avant cela, il y a une question qui est régulièrement posée et qui, en fonction de vous, auteurs, autrices, ça peut complètement diverger. C'est plutôt architecte ou jardinier dans votre méthodologie d'écriture. Et peut-être que ça a été pendant un temps jardinier et après inversement, ça a évolué. Comment ça a évolué voilà. Je vais répondre puisque j'ai le micro. Pour les nouvelles, c'est très, très structuré et je sais tout de suite ce que je vais raconter, par quoi je vais commencer, par quoi je vais finir et par quelles étapes je vais passer. Donc architecte, si on suit la terminologie. Et pour les romans, non, en général, j'ai une situation de départ, je sais à peu près où ça va aller, mais je découvre au fur et à mesure ce qui va se passer. Donc jardinier, si j'ai bien suivi. Ok. Voilà. Je dirais un mélange des deux, parce que j'aime bien... en fait, pareil pour un roman, je connais ma structure de base, je sais par où je commence, je connais mes personnages, je fais un chapitrage, donc je fais une structure de récit, et je sais où je dois terminer, mais une fois que j'ai fait ce squelette-là, j'aime prendre le temps. Donc c'est-à-dire que je peux parfois écrire 2 chapitres en 2 jours si je sens que je suis à fond dedans, et après pendant 15 jours je ne vais pas y toucher, je vais laisser les idées venir, surtout si je sens que j'ai un blocage, etc. Je vais laisser un peu les idées vagabonder, puis finalement je vais avoir quelque chose qui va me donner envie d'y retourner, mais qui va me demander de changer un peu la trame de mon récit. J'aime bien en fait prendre mon temps quand j'écris et laisser parfois aussi les personnages faire des trucs que j'avais pas prévus. Parce que des fois j'ai mon fil, je sais que tel personnage doit faire telle chose à tel moment, et puis au moment d'y arriver, je me rends compte que ça colle pas, que le personnage tel que je l'ai construit dans mon esprit, il n'aura pas fait ça, c'est pas logique, donc je le laisse prendre un peu de marge, etc. Donc je pense plus jardinier, parce que même si je sais où je veux aller, j'aime bien vraiment prendre le temps et laisser les personnages avoir un peu leur vie propre. J'aime bien quand les personnages inventent un peu leur dialogue, que ça vient de manière spontanée. Je trouve que ça les rend plus vivants. Dans l'exercice de ton premier roman, qu'est-ce que tu as trouvé de plus difficile à composer? C'est composer avec l'univers, avec les personnages? Est-ce qu'il n'y a pas des moments de frustration ou à avoir une idée clairement en tête et à pas forcément arriver à la coucher comme on le souhaite sur le papier? Ouais, il y a ça, parce que des fois on se dit bah tiens, là j'ai une semaine de vacances, je vais en profiter, je vais écrire, et il n'y a rien qui vient pendant la semaine parce que on écrit, on tartine, et puis on se rend compte que ça fonctionne pas, que le personnage n'est pas cohérent, que quand on lit le dialogue le lendemain, c'est fade, donc on efface tout. Oui, il y a ce côté peut-être parfois un peu frustrant, mais au final, quand il y a le déclic qui se fait, moi il y a un truc qui m'arrive souvent, c'est comme des fois je conduis pas mal, je fais des distances en voiture, je pense à rien, et d'un seul coup j'ai une idée, j'ai une vision, une petite image, je dis tiens mais c'est ça que je devrais faire depuis le début. Et là en fait c'est extrêmement gratifiant d'arriver et d'avoir en fait le verrou sur lequel on a bloqué pendant 15 jours qui saute, et là on est reparti, on a un second souffle, etc. Donc c'est parfois un peu frustrant, mais ça s'est toujours bien terminé en ce qui me concerne. Ce que je trouve difficile en général, c'est pas les personnages, parce qu'au début j'en ai à peu près on va dire une trentaine. Au fur et à mesure, je les enlève, je garde que ceux qui sont vraiment vivants, ceux qui se ressemblent trop, je les... La méthode Martine? C'est un peu ça, ouais. Sauf que moi, je le fais avant. Je ne les présente pas aux auteurs. Je les tue avant de publier le bouquin.
Et du coup, après, les interactions se font d'elles-mêmes. Alors moi, 100% jardinier, donc j'ai 0 plan. Je n'écris pas de façon chronologique, j'écris ce que j'ai envie d'écrire. Par contre, souvent, pas le point de départ, mais justement, c'est le point d'arrivée que j'ai. Je sais, et parfois même pour Boudica, par exemple, quasiment la première scène que j'ai écrite, c'est la fin. Voilà. Donc je sais où je vais. Tu te spoil tout seul. Je sais où je vais, et après ça va être des bombes. Au milieu, à la fin, au début, il n'y a absolument rien de chronologique, c'est comme ça. Là, vraiment, on est vraiment sur un jardin en friche qui monte, puis petit à petit, je vais commencer, voilà, sans rien, puis je vais commencer à aller voir sur les sources historiques. Ça va redonner des idées, il y a d'autres choses qui vont arriver. Puis moi, je suis quelqu'un, par contre, je dis souvent, je ne suis pas un écrivain, je suis un réécrivain. Donc ça va couper, ça va réécrire. Et pour la petite anecdote, moi je n'efface jamais. C'est-à-dire que j'ai un fichier par jour d'écriture. Un jour, je pourrais vous montrer tous les fichiers, voir sur une scène. Je me dis, si un jour ça intéresse quelqu'un, sur une scène, vous pouvez voir toutes les évolutions entre le premier jour et le dernier. Et parfois, sur une scène, il y a eu 10, 15, 20, 30 réécritures. Il y a des choses très drôles, par exemple sur Royaume de vin et de colère, le tout premier, la scène d'ouverture. C'est un peu comme au théâtre, quand vous êtes sur une scène, vous travaillez une scène de théâtre et puis vous n'y arrivez pas. Alors on se dit, on va la commencer comique, ça marche pas. On va commencer comme ça marche pas. On va faire revenir un autre personnage, ça marche pas. Je pense qu'il y a eu, au bas mot, 15 écritures, donc 14 qui ne marchaient pas du tout jusqu'à ce que la 15e elle marche. Voilà. Et après tout ça, j'ai une magnifique patchwork. Et puis petit à petit, le puzzle se met en place. Et tu travailles la nouvelle et les romans de la même manière? Complètement. Il y a une petite nuance effectivement sur la nouvelle, c'est que ma nouvelle étant relativement courte, je peux pour certaines écrire de façon linéaire. J'ai toujours ma fin, je sais où je vais. Par contre, effectivement, je peux avoir un premier jet où j'écris dans le sens chronologique. C'est un peu la seule différence. Et comme il ne faut jamais dire jamais, je vais sortir un roman jeunesse l'an prochain. Je ne savais pas faire, donc j'ai commencé par lire pas mal de jeunesse. Et c'est coécrit avec Nadia Coste. Et j'ai dit, mais Nadia, comment tu fais toi? Elle m'a montré sa méthode, avec une rédaction sous format de plan en fait. Et du coup là, je me suis dit, bah, essayons. J'ai fait sous un format de plan. Donc je ne suis pas hermétique au plan, hein, c'est juste que spontanément, je n'en écris pas. Alors ça, c'est propre à tes romans. Moi, c'est le sentiment que j'ai, et c'est encore plus flagrant avec Je suis fille de rage. J'ai l'impression... ça va très vite, il y a vraiment un rythme, et j'ai toujours ce sentiment que les chapitres sont finalement travaillés comme des nouvelles. Alors comme des nouvelles, je sais pas, c'est intéressant, c'est vrai. Après, mais comme une scène, avec un début, une fin, avec une intensité dramatique, oui. Et c'est pas faux ce que tu dis, parce que par exemple, moi j'avais rentré un personnage... parce que son histoire est extraordinaire, pour faire très vite, c'est un esclave noir qui est une histoire vraie, hein, qui avait décidé, qui voulait absolument trouver un moyen de s'enfuir. Il a accepté d'être enfermé dans une caisse pour être transporté pendant 26 heures jusqu'au nord, du sud au nord. Donc dans une caisse en bois, en prenant les risques de se faire choper, d'être écrasé, enfin bref. Mais ça ne se passait pas pendant la guerre de sécession. Et je me suis dit, en fait, je triche, j'ai changé la date pour rien, tout ça. J'ai sorti ce fil de récit, et en fait, je me suis dit, c'est bête quand même, je vais quand même l'offrir au lecteur, et c'est devenu une nouvelle à la fin, je l'ai retravaillé sous format de nouvelle. Donc c'est pas faux ce que tu dis, je pense qu'effectivement, consciemment ou inconsciemment, ce sont des récits courts en fait qui se mélangent, qui se tissent. Tout m'a répondu en fait. Et quel est l'exercice le plus difficile quand vous écrivez? Est-ce que, par exemple, là, pour vos derniers romans, il y a eu des passages qui vous ont posé problème, sur lesquels vous avez buté voilà, est-ce que des fois, c'est... Qu'est-ce qui est difficile pour vous, en tout cas, dans l'écriture? Ou pas, d'ailleurs? Alors, actuellement, je travaille sur le tome 2 sur le Brûle. Alors ce sera un peu comme Matrix en fait, Chevauche Jaune, parce que le premier tome était un tome unique, donc avec un début et une fin, et là en fait il y aura 2 tomes qui vont suivre celui-là, mais qui seront liés. Et le plus dur là, merci. Et le plus dur là sur ce deuxième tome, c'est de faire des arcs narratifs qui fassent le lien entre les 3 bouquins, c'est-à-dire des arcs narratifs qui soient cohérents avec ce que j'ai écrit dans le premier tome.
et qui prépare le troisième. Donc le deuxième, là, il est actuellement en cours de correction, etc. Le troisième, j'ai attaqué, la rédaction également. Mais c'est parfois difficile de retravailler les arcs narratifs en disant « Ah oui, mais si ce personnage fait ça à tel endroit, il faut que dans le prochain il fasse ça, parce que sinon ça n'aura aucun sens. » Et il y a l'aspect donc cohérence narrative, et l'aspect cohérence au niveau du personnage. Parce que si c'est un brave gars sur les tomes 1 ou 2 et que ça devient un salaud sur le tome 3, c'est pas cohérent. Ça, c'est le plus dur. C'est pas forcément le... Enfin, sauf si tu le prépares. Mais c'est le plus frustrant et en même temps c'est le plus gratifiant. C'est frustrant parce que c'est pas sympa à faire, parce que c'est assez difficile. Et là, on est vraiment dans une phase de réflexion, comme une rédaction, où on cherche vraiment à construire quelque chose. C'est très cohérent, très normé, très rationnel. Et après, une fois qu'on a fait là encore ce squelette-là, le fait d'enrober avec des descriptions, avec des envolées, avec des personnages, ça devient super gratifiant. Mais effectivement, le travail des arcs narratifs, c'est à mon avis le plus difficile. Enfin, pour moi en tout cas. Le fait de donner vie aux personnages, j'aime bien, ça m'amuse bien. J'ai plein de copains de moi qui sont des grandes gueules, donc je les remets dedans, c'est pas de problème. Mais l'arc narratif, le travail de fond, en fait, c'est pour moi le plus exigeant. Je ne sais pas trop quoi répondre à cette question, parce que je n'ai pas l'impression... enfin, j'ai parfois effectivement des difficultés à écrire telle ou telle scène, à écrire... mais je serais incapable de dire pour quelle raison. Donc non, je sais qu'il y a des auteurs qui rationalisent beaucoup leur écriture, qui ont des recettes, qui ont des... qui vraiment... voilà, qui ont des sortes de recettes. Mais moi, c'est pas mon cas. Donc il y a des fois, ça va être facile, je vais bien écrire sans problème, et des fois je vais bloquer, mais je ne saurais pas pourquoi, même après. J'ai commencé à 6 ans, donc après 32 ans de pratique. Donc je ne sais toujours pas parfois pourquoi ça bloque, pourquoi c'est difficile, et parfois pourquoi c'est facile, ça fait tout seul. Donc finalement, je n'ai pas de réponse à cette question. Et par contre, quand tu vas rencontrer un obstacle dans l'écriture, justement, tu vas t'y prendre comment? Est-ce que c'est une scène, tu vas te dire, je veux absolument la placer, et donc je vais la retravailler jusqu'à qu'elle sonne comme j'ai envie qu'elle sonne? Ou est-ce que tu te dis, bah là, non, je vais laisser tomber, je vais contourner et proposer un arc un peu différent? Quand j'arrive pas à écrire, j'arrête d'écrire, et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, bah, je lance un jeu vidéo, et je fais autre chose, et puis je reviens... Je n'ai pas la pression, enfin, je reviens le lendemain, 2 jours après, 7 jours après, peu importe. Donc non, si je n'arrive pas, comme je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas, finalement je vais laisser tomber pour un moment, quitte à écrire une autre scène pendant ce temps-là à côté, parce que c'est vrai, comme je disais à Jean-Laurent, moi non plus je ne cherche pas forcément à écrire de manière chronologique. Donc non, je peux très bien laisser tomber pour un moment, prendre une autre scène et revenir à la scène précédente pour la suite. Il y a peut-être 2 contraintes de problématiques. La première, c'est de ne pas être auteur à plein temps, c'est-à-dire qu'on écrit dans les creux de son autre activité, de sa vie personnelle. Donc on n'a pas le choix. Donc, si on veut pouvoir écrire, c'est-à-dire les moments qu'on s'est dédiés, il va falloir écrire. Alors c'est peut-être pour ça, effectivement, que j'écris de façon pas chronologique. C'est au moment où je suis dans la feuille, enfin dans l'ordi, plus exactement. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit produit. Donc c'est ce que je produis au moment où je suis devant. C'est une façon de contourner le problème, je pense. Parce que sinon, je me disais avec un roman quand je suis gentil. Et pourtant, j'écris court. Bon, pas sur le dernier, mais en principe, j'écris plutôt court. La deuxième difficulté, justement, c'est par rapport au dernier, je pense que c'est lui un peu spécifique. C'est la guerre de sécession, c'est très documenté. Tout d'un coup, il y a une masse d'infos à avoir. Et c'est à la fois une frustration et un peu une leçon d'humilité de dire en fait, je n'écrirai jamais un livre sur la guerre de sécession, ce sera un roman perçu par un Européen, qui donne sa version et sa perception à lui, quelque chose qui est absolument énorme, et que même, je pense, des historiens américains qui passent leur vie dessus arriveront à peine à approcher, en fait. Donc il y a ça, et donc là, effectivement, c'est se dire... ok, donc je ne peux pas aborder une globalité de ces thématiques-là. Qu'est-ce que j'aborde? Ça demande un travail de synthèse. Et à l'inverse, il y a plein de choses, et puis tout d'un coup vous écrivez, vous avez écrit pas mal de choses, puis au fur et à mesure des recherches, vous vous rendez compte que, bah oui, Walt Whitman, le grand poète, a participé à la guerre de sécession en tant qu'infirmier, et vous dites quand même Walt Whitman, que je ne connais pas, donc vous tapez tous les poèmes en anglais, vous dites quand même il y en a des formidables. Il faut absolument qu'on en parle et qu'on donne à lire au lecteur. Bon là, et tout d'un coup, il y a cette difficulté à le dire, bon, allez, on va le mettre. Celui-là, on va le mettre, c'est pas possible
Maintenant que je sais qu'il est là, je suis obligé de le mettre. Eh bien, on a commencé à mettre un bon pied là dans Je suis fille de rage, justement. Est-ce que tu veux bien nous présenter ton roman, son contexte, et voilà, nous faire découvrir un petit peu Je suis fille de rage? Alors, Je suis fille de rage en quelques mots. On est sur la guerre de sécession américaine, donc la guerre civile qui va ensanglanter l'Amérique pendant 5 années, alors 4 années en durée, mais sur 5 années civiles. Et ça va commencer donc du premier coup de feu jusqu'au dernier fusil rendu. Et à travers une galerie de personnages, civils, militaires, politiques, affranchis, on va traverser cette guerre, à la fois à travers ces conflits militaires, mais pas que. Aussi et surtout, en fait, ça va être j'ai même pas compté combien j'ai de personnages, une vingtaine, trentaine de tranches de vie, d'histoires personnelles, grandes ou petites, qui vont traverser ce roman et qui vont nous donner d'essayer de comprendre un petit peu ce qu'était cet enjeu de cette guerre à travers la notion de la guerre aussi pour affranchir l'esclavage, qui était une guerre idéologique très très forte, qu'elle a ensanglanté une Amérique et qu'elle l'ensanglante, je pense, aujourd'hui encore, qui était vraiment le terreau de cette Amérique divisée dont on a encore hérité. Et à travers ça, on est vraiment sur un roman choral que j'ai voulu aussi avec des morceaux de vraie histoire. C'est-à-dire que, par exemple, à chaque fois que les deux grands généraux, qui sont les général Lee pour le Sud et général Grant pour le Nord, je leur ai laissé la parole, puisque j'ai lu, par exemple, une grande partie de leur correspondance. J'ai choisi des lettres que j'ai traduites moi-même, et en fait, à chaque fois que vous arrivez sur leur partie, c'est leurs propres mots qui parlent. Voilà. Et donc, vous avez leur récit, dur, parfois émouvant, parfois étonnant, parfois cruel. Voilà, je leur laisse la place à eux, et tout ça aussi avec des extraits de journaux d'époque, véridiques, pour voir, à travers la fiction, il y a aussi des morceaux de réalité, et tout ça se mélange pour aller voilà, jusqu'à la conclusion de ces 4 années ensanglantées. Comment est-ce que ça, c'est une des spécificités qu'on retrouve dans Je suis fille de rage, c'est ces documents historiques qui ont été traduits, qui n'ont pas été difficiles à insérer? Alors, l'énorme chance, c'est que moi j'écris à la première personne, donc c'est des lettres qui sont aussi à la première personne, et c'est pour ça que je les ai traduites moi, en fait, parce que du coup, il y avait aussi une homogénéité sur le style, et ce qui a été le plus dur, parce que je ne suis pas traducteur. Il y en a des traducteurs dans la salle qui ne me contrediront pas que c'est un métier. Suivez mon regard. Mais ça a permis ça au moins. J'ai pu m'autoriser cette liberté. Peut-être certaines maladresses, effectivement, quelqu'un se pose sur la traduction. Donc il y a peut-être des libertés par rapport à... Mais j'ai voulu retranscrire avec mes mots, avec mon style, ces lettres, pour que justement... Je pense que franchement, sur certaines lettres... si on ne prévenait pas les gens, je ne suis pas sûr que les gens se douteraient que c'est pas moi qui les ai écrites pour certaines. Mais il faudrait faire le test. J'ai vraiment cherché à lisser au maximum, moi je retravaille beaucoup, à relisser ce texte justement pour qu'on ait vraiment l'impression qu'il y ait une même argile qui est façonnée, mais vraiment l'intégralité de l'œuvre. Pareil sur les poèmes, pareil sur les... à un moment j'ai hésité, puis j'ai tout retraduit, parce que j'ai dit qu'il fallait que le son, même jusqu'au son des poèmes, et du théâtre, et des extraits de théâtre, il fallait que tout vienne d'une seule voix, justement pour pas qu'il y ait ces ruptures franches. À un moment, parce que roman choral, on virevolte d'un camp à l'autre, d'un personnage à un autre, comme tu disais, on peut en découvrir plus d'une trentaine, à la fois dans les hauts lieux politiques que du plus simple soldat, les 2 pieds dans la boue. Tu as parlé de lecteur, et comment tu vas essayer de t'y prendre justement pour donner de la tenue et une ligne directrice à l'ensemble? C'est un... Là, j'ai une ligne directrice qui est celle du conflit. Il y a des événements forts, en fait. Et parmi ces événements forts, je vais chercher quels sont les nœuds dramatiques. Il y a des moments qui sont des nœuds dramatiques militaires, par exemple, ou politiques, quand Lincoln décide de dire on va affranchir tous les esclaves, tous les réfugiés, ou évidemment la fameuse, et si vous avez vu le film Lincoln de Spielberg, il en parle pas mal, à la fin de la guerre, la fin de l'esclavage aux États-Unis. Voilà, il y a des moments comme ça qui sont des pointes dans le récit, et c'est ça qui va les ponctuer. Une fois que j'ai ça, ou j'ai ce ressentiment de l'histoire, c'est quel personnage, en fait, incarne ça. Moi, j'ai vraiment
Alors, dit comme ça va être sembler très technique, mais un personnage a une fonction. Qu'est-ce qu'il va représenter dans le récit? Une recherche de liberté, une forme d'incarnation de la violence, une forme de doute, le lâche, parce qu'il y en a aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi cette réalité-là. Hein. On parle d'une guerre horrible, il y en a eu des lâches, il y en a eu, moi j'aurais été lâche, je sais, là-dessus. Donc voilà, c'est à quel moment je donne voir une humanité, à quel moment je donne au personnage l'enjeu de mettre en exergue ces grands moments dramatiques, et ainsi de suite. Et à partir de là, en fait, ça s'écrit assez naturellement, en fait. Effectivement, faire le lien entre lutte pour l'esclavage et Lincoln, c'est pas si compliqué que ça, en fait. Après, voilà, il y a des choses un peu étonnantes. Pour revenir sur l'exemple de Walt Whitman, le poète américain, au départ, moi, je cherchais à montrer une autre réalité qui a été cachée par les deux camps. Et c'était la réalité des hôpitaux de campagne. Ça fait des massacres. C'était horrible, à tel point les deux camps ont interdit que des photos sortent dans les journaux. Ils ont dit, si on montre ça, mais l'Europe, elle va nous prendre pour des barbares. Et tout d'un coup, on découvre qu'il y a un poète, Walt Whitman, qui était là, qui a vu cette horreur-là et qui l'a mis en poème. Et tout d'un coup, il y a quelque chose, une distance, une certaine poésie, à travers les Walt Whitman, qui vont devenir porte-parole de cette horreur-là. Thibaut, si tu veux bien nous présenter Chevauche-Brume, s'il te plaît. Avec plaisir. Alors, Chevauche-Brume, c'est pas à proprement parler un roman historique, parce que c'est un roman qui se passe dans une Europe fantasmée. Alors, ce serait, si on voulait prendre une période de référence, on est entre les guerres italiques de François Ier et les guerres de religion, en termes d'ambiance. On est dans un royaume fatigué, qui vient d'être unifié, avec un roi à sa tête qui a 8 ans, qui est sous régence. Et au nord de ce royaume, il y a une brume d'encre, une brume impénétrable, qui a toujours existé. C'est le seul phénomène magique connu de ce monde-là. Et cette brume, en fait, a toujours symbolisé la frontière septentrionale du royaume. Donc les gens s'y sont intéressés assez peu, à part les mages intercesseurs, qui s'y intéressent, parce que le mage, dans cet univers-là, c'est pas forcément un magicien, c'est celui qui est détenteur d'un savoir. Et depuis quelque temps, on ne sait pas pourquoi, cette brume commence à avancer, à des enflées comme un ressac. Et elle commence à empiéter sur les terres du nord du royaume, elle commence à gratter et à recouvrir les terres du nord du royaume. Et de temps en temps, pendant les orages, on voit des créatures, des petites meutes qui partent et qui commencent à ravager le nord du pays. Et ce que je voulais faire, c'est